les protestants évangéliques ont un petit peu voulu séparer le bon grain de l'ivraie pour se distinguer des sectes. Parfois, les lecteurs français ne se rendent pas compte qu'un certain nombre d'éléments qui leur sont proposés ont été produits aux États-Unis dans un contexte de guerre culturelle. Bienvenue dans Mon voisin évangélique, un podcast de Regard Protestant et du Musée Protestant. Je suis Antoine Gouritin, et dans cette série, je vous emmène avec moi à la découverte des évangéliques de France. Dans l'épisode précédent, je vous ai fait rencontrer les évangéliques de France. J'ai découvert avec vous les quelques critères de définition sur lesquels les chercheurs s'accordent. Ils sont chrétiens, issus de la tradition protestante, ils pratiquent des formes de piété qui sont enthousiastes, mettant parfois l'accent sur le miraculeux. Et en fin d'épisode, l'historien Sébastien Fath m'a également décrit la position de force de l'évangélisme aux États-Unis et sa transformation récente, même si on y a mis quelques bémols, en nationalisme chrétien. Le contexte est bien différent de la France où les évangéliques représentent une partie seulement des protestants, qui sont eux-mêmes peu nombreux à l'échelle nationale. Et pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi dans l'histoire des évangéliques de France. Je vous emmènerai dans le bouillonnement des réveils du 19e siècle, et on ira jusqu'à l'expansion et jusqu'aux velléités d'unité d'un certain nombre d'évangéliques aujourd'hui, en passant par les problèmes posés par les influences américaines. Promis, je vais faire de mon mieux avec les historiens que j'ai rencontrés pour garder les choses les plus faciles à suivre possible. Mais quand je me suis immergé dans le monde évangélique, la deuxième difficulté, après son vocabulaire qu'on a vu dans le premier épisode, c'était sa diversité. Une situation typiquement protestante, luthérien, réformé, anabaptiste, anglican, méthodiste, ménonite, adventiste, baptiste, pentecôtiste. Quand j'étais étudiant en histoire, un professeur m'avait expliqué que étudier les protestants, c'était un peu comme étudier les mouvements socialistes à la fin du 19e ou début du 20e siècle. Il m'avait dit, dès qu'ils sont deux, il y a dissension, scission et un nouveau parti apparaît. Il y aurait à peu près 45 dénominations ou unions d'églises présentes en France aujourd'hui. La seule chose dont on peut être sûr, et qu'il faudra garder à l'esprit tout le long de l'enquête, c'est qu'on ne peut rien généraliser en parlant des évangéliques. Et ça rend tout de suite les choses plus complexes et beaucoup moins lisibles. Je suis allé voir Pierre-Yves Kirchléger, historien, spécialiste du 19e et du 20e siècle, pour essayer d'y voir plus clair. C'est vrai que c'est une des caractéristiques du protestantisme, et c'est ça qui le rend aussi très compliqué à comprendre pour des gens qui sont à l'extérieur. Ça a été aussi très souvent une source de critique vis-à-vis du protestantisme. On disait, voilà, c'est un monde de sectes à l'infini. Certains polémistes catholiques, d'ailleurs, ont fait des livres où ils s'amusaient à compter et à dénombrer toutes ces sectes invraisemblables, où, en quelque sorte, chaque protestant pouvait créer son mouvement. Boileau, c'est d'ailleurs s'en moquer, avec cette phrase célèbre, hein, chaque protestant est pape, une Bible à la main. Alors, d'où cela vient ? C'est vrai que ça vient directement de la réforme protestante. À partir du moment où ce n'est plus l'Église qui est l'institution sainte, sacralisée, qui régule le contenu de la foi, mais que l'on va transférer cette sacralité vers la Bible, c'est donc la Bible qu'il faut interpréter. Et si on donne cette interprétation de la Bible aux individus, évidemment, on peut avoir là des conflits d'interprétation. D'autant que pour les réformateurs protestants, la Bible doit être traduite dans les langues vernaculaires pour justement être accessible à chacun. Et donc on voit bien comment le protestantisme, plus il est dynamique, plus il crée de mouvements différents. Et c'est là vraiment une des caractéristiques assez étonnantes du protestantisme. Et on pourrait dire à l'inverse que lorsque des communautés protestantes se portent moins bien, elles ont plutôt tendance à se rapprocher et à fusionner. Donc dans le protestantisme, on pourrait dire que là, finalement, c'est un signe de bonne santé que cette diffusion de courants différents. Quand j'ai entendu l'historien du 19e siècle me raconter ça, évidemment, tout de suite, j'ai pensé à ce que l'on peut lire sur les évangéliques d'aujourd'hui. Le foisonnement serait donc à la fois source de critiques extérieures d'un côté, mais d'un autre côté aussi un marqueur de vitalité et d'expansion. Je vous propose maintenant d'avancer un peu dans le temps et d'arriver au début du mouvement en France. Sébastien Fath a retracé l'histoire de l'évangélisme dans l'Hexagone.
Le protestantisme évangélique en France commence à se manifester de façon extrêmement timide à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte où le marché religieux est encore extrêmement cloisonné, n'est pas libéralisé du tout, mais il commence quand même à s'ouvrir sur la base de ce qu'on appelle le concordat et le système concordataire avec les articles organiques, donc en 1801 et puis surtout 1802 pour les protestants. C'est un système donc de reconnaissance sélective de la religion, des acteurs religieux en France, et les protestants réformés et luthériens sont reconnus. C'est en dehors de cette reconnaissance que les premières églises évangéliques vont continuer à se développer, avec des méthodistes qui s'affirment progressivement. Alors ils font couler beaucoup d'encre dans les milieux protestants, mais pas tellement au-delà. Je fais juste une petite pause vocabulaire. Le méthodisme, c'est un courant né en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, et qui insiste sur l'expérience personnelle de la foi et le zèle évangélisateur, y compris au moyen de l'action sociale. Et c'est un courant qui est à l'origine de ce qu'on appelle les grands réveils spirituels du XIXe siècle, et qui sert encore de fondation à bien des mouvements évangéliques contemporains. Ces méthodistes, au départ, n'ont pas tellement l'objectif de convertir le pays. C'est pas du tout leur intention. Leur objectif, c'est surtout de réveiller les protestants qui sont déjà là, et qui ont été marqués, rappelons-le, par une très longue période de proscription. Ils sont dans une phase de réintégration au cours du XIXe siècle, et beaucoup de méthodistes considèrent que les protestants implantés dans le pays ne sont plus vraiment chrétiens. Et donc il s'agit de les visiter, de les exhorter, de les enseigner, et surtout de les réveiller, de les conduire à la conversion. J'ai lu une excellente explication dans un livre écrit un petit peu plus tard par le pasteur méthodiste Mathieu Lelièvre. Il faut évangéliser les protestants afin d'évangéliser les catholiques. Le protestantisme a été conservé miraculeusement dans ce pays pour en être le sel. On a donc bien raison de commencer par réveiller les églises protestantes. Elles sont l'armée qu'il faut discipliner pour la lancer à l'assaut des forteresses ennemies. Ou si l'on préfère une image moins guerrière, elles sont les villes de refuge qu'il faut ouvrir aux âmes qui cherchent une patrie spirituelle. Pierre-Yves Kirchléger. Lorsque le méthodisme se développe hors du monde britannique, il arrive en France au début du XIXe siècle, il va donc essayer de créer non pas des églises en tant que telles. Le méthodisme, les missionnaires méthodistes vont se mettre au service des églises réformées qui sont déjà présentes. Par contre, le méthodisme va essayer de créer des œuvres, alors en particulier des publications. On essaye de développer évidemment la diffusion de la Bible. Pour aider à lire la Bible, on diffuse aussi des traités d'édification, des traités de piété. Le méthodisme va jouer un rôle important dans la diffusion de cantiques, des cantiques qui sont publiés, parce que les cantiques servent aussi à développer la foi. Le méthodisme va avoir un rôle important en France dans l'essor des écoles du dimanche. Et là, on a aussi une dimension sociale et pas seulement religieuse, puisque l'école du dimanche, c'est d'abord et avant tout, lorsqu'elles sont créées en Angleterre, pour apprendre à lire et à écrire aux enfants qui n'ont pas accès à l'école. Mais c'est aussi un combat contre le travail du dimanche. Et donc, vous voyez qu'on a cette dimension qui est étroitement associée, évidemment, à l'idée d'évangéliser. En me documentant sur la période, un mouvement revenait sans cesse, encore très connu aujourd'hui, même quand on n'est pas croyant. Cette organisation, c'est l'Armée du Salut. Alors l'Armée du Salut, c'est l'exemple type de ces mouvements d'origine méthodiste, puisqu'il est créé par un pasteur méthodiste britannique, William Booth, qui s'aperçoit qu'on ne fait pas assez pour les populations les plus précaires. Et donc il va s'intéresser surtout aux populations dans les bas-fonds de Londres, à une époque où on a une forte industrialisation, c'est-à-dire aussi une forte urbanisation, et des tas de populations qui se déplacent et qui arrivent dans des quartiers qui se développent, qui sont souvent, bien sûr, sans hygiène, sans sécurité et sans habitat salubre. Et donc l'idée de William Booth, c'est de créer une mission chrétienne auprès de ces populations les plus défavorisées, qu'il crée en 1865, pour essayer de leur apporter non seulement, bien sûr, l'évangile, mais aussi une vie meilleure. Sauf qu'il s'aperçoit que pour encadrer ces convertis, sa mission ne suffit pas, et il a l'idée de doter sa mission d'une structure, on pourrait dire, de forme militaire. Et il prend modèle sur l'armée britannique, et c'est pour ça qu'il appelle sa mission à partir de 1878 l'armée du salut. Nous réunirons nos forces pour livrer bataille au péché, partout où nous le trouverons. Nos soldats seront tenus de porter extérieurement sur leurs habits le signe distinctif de l'armée du salut, la lettre S, afin de faire connaître à tous qu'ils se sont enrôlés dans ses rangs. Elle s'exporte évidemment dans le monde britannique.
en particulier dans toutes les colonies et les territoires colonisés par la Grande-Bretagne, mais elle s'exporte aussi en Europe. Et le premier pays du continent à voir l'armée britannique débarquer, c'est la France, en 1881. Et il y a 3 soldats britanniques, puisque dans l'armée du salut, le rôle des femmes est important. Les femmes sont à égalité avec les hommes. Et donc elles vont arriver dès 1881 à Paris, en banlieue parisienne. Elles ouvrent des salles pour l'évangélisation. Et face aux difficultés sociales, l'armée du salut va très vite s'orienter aussi vers une œuvre sociale en tant que telle, à travers des formules célèbres que William Booth va populariser, en particulier soupe, savon, salut. Évidemment, on ne peut pas réfléchir à son salut ou penser à son salut tant qu'on a le ventre creux, tant qu'on vit dans la rue et tant qu'on n'a pas de quoi se laver. J'ai retrouvé dans le bulletin de l'organisation un article intitulé « Une visite à notre hôtellerie populaire en 1899 ». Quelques pièces pour un pauvre pêcheur. Les futurs locataires attendent sans trop s'impatienter dans le corridor. Ils sont une centaine à peu près. La plupart racontent leurs équipés de ces derniers jours. Hier, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, l'égalité des individus se manifeste dans la communauté des souffrances. Partout, des miracles s'opèrent. Là où l'éthique à longue échéance ne peut rien, la parole du Christ agit. L'armée du salut, elle est aussi intéressante parce qu'elle nous montre bien qu'il y a des circulations internationales. L'armée du salut, clairement, est d'origine britannique. Les premiers salutistes arrivés en France sont britanniques. Les premiers dirigeants vont être britanniques. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour avoir un dirigeant français, pour diriger l'armée du salut sur le territoire français. Donc on voit bien qu'il y a bien sûr une structure internationale, et cette structure, elle suppose aussi la circulation des hommes et la circulation des idées, des moyens d'évangélisation. L'armée du salut, elle développe aussi ses traités, elle développe ses recueils de chants, et donc ils vont être traduits en français et diffusés. Et puis il y a bien sûr la circulation de moyens de financement, puisque lorsque l'armée du salut s'implante sur un territoire nouveau, il n'est pas facile de recueillir des dons, et donc le financement est d'abord apporté par l'extérieur. D'où viennent ces renforts extérieurs, à la fois en missionnaires, en livres, en argent? Ils vont venir des pays protestants plus riches, c'est-à-dire la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, et ensuite les États-Unis. Donc on peut parler vraiment d'une internationale protestante, de ce point de vue-là, où les hommes, les idées, les moyens matériels, l'argent circulent dans une véritable solidarité évangélique internationale. Là encore, les parallèles avec la période actuelle sont frappants. L'international évangélique existe encore, les chants circulent depuis les pays anglo-saxons et sont traduits, les soutiens financiers pour les implantations d'églises ou de missions jouent un rôle prépondérant, ce n'est donc rien de nouveau. En lisant le bulletin de l'armée du salut, j'ai été surpris par le ton très martial des articles. Soldats du Christ, en avant! Notre cri de ralliement, au champ de bataille! Lettres de nos soldats, rapport de l'armée à l'étranger, aux armes pour Dieu. Et même si c'est plus subtil aujourd'hui, on retrouve assez facilement des messages de ce type dans les chants qui s'exportent. Un terme revient régulièrement au début du XXe siècle pour évoquer les campagnes d'évangélisation. La croisade. C'est également le terme retenu par un personnage central de notre histoire bien plus tard, Billy Graham. Lui appartient au deuxième courant important à retenir, le baptisme. Il repose très rapidement sur le baptême par immersion au moment de la conversion qui se fait à l'âge de raison. On ne baptise pas les nourrissons, et le baptiste met également l'accent sur l'association de convertis. C'est un mouvement très prosélyte, très militant, qui se développe en France dès le début du XIXe siècle et qui prend une toute autre ampleur au XXe siècle avec donc ce fameux Billy Graham. Pour vous donner une idée de l'importance de la figure de Graham à l'international, l'historien Sébastien Fath lui a consacré un livre au titre, je trouve, très évocateur. Le livre s'appelle « Billy Graham, pape protestant ?» J'ai demandé à Sébastien Fath de m'en dire plus sur la marque laissée par Graham en France. Le phénomène Billy Graham a contribué à remodeler le visage de l'évangélisme français après la Seconde Guerre mondiale.
dans un contexte où jusque-là, la croissance évangélique était quand même très disséminée, très éclatée. Il y avait quelques efforts de mutualisation, mais qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et en fait, avec la première grande campagne de Billy Graham dans les années 50, qui va culminer avec l'événement du Vélodrome d'hiver en 1955, avec cette grande campagne, pour la première fois, toutes sortes de familles évangéliques très diverses, très différentes, qui n'avaient pas l'habitude de collaborer ensemble, eh bien, vont s'unir, vont travailler en commun pour permettre à cette campagne d'évangélisation spectaculaire et à l'époque sans précédent, côté évangélique en France, pour permettre donc à cette campagne d'avoir lieu. Le journal La Nation comparait avec enthousiasme une réunion de 1963 avec un concert de Johnny Hallyday. Une grande jeune fille, un noir hirsute et crispé, une femme en transe, une bourgeoise en méditation, une vieille en larmes. Voilà ce que Billy obtient au mètre carré de public, et rien qu'en parlant du bon Dieu. De quoi faire pâlir Johnny de jalousie. Now tonight I want to use the sermon that Jesus gave. C'est un sermon de Jésus lui-même que je veux vous donner ce soir. Every time that Jesus spoke, he used stories. Chaque fois que Jésus parlait aux foules, il utilisait des petites histoires. These stories illustrated. Et effectivement, à partir du moment où la campagne a lieu au Veldiv, ça va faire sortir de l'invisibilité ces évangéliques qui jusque-là étaient vraiment en dessous des radars. Et ça va donner aux différents courants évangéliques qui structurent à l'époque le mouvement, ça va leur donner une nouvelle fierté, si je puis dire, une nouvelle audace pour tenter désormais de mettre en place des opérations d'évangélisation beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on pouvait observer auparavant. Donc à bien des égards, on peut dire que la campagne Billy Graham de 1955, qui va être suivie après par d'autres événements, il y a 1963, puis bien plus tard 1986, avec le Palais Omnisport de Bercy, comme on disait à l'époque, eh bien il va y avoir donc à partir de là une forme d'évangélisme désinhibé, si je puis dire, qui se déploie tout au long des années 50, des années 60, avec petit à petit un effet d'accélération sur l'évangélisation. Alors il ne faut pas non plus exagérer cet impact, c'est-à-dire qu'il est réel, et au-delà de Billy Graham, il y a aussi toute une série d'organisations évangéliques nord-américaines qui vont investir sur le territoire français dans ce contexte de guerre froide où il s'agit de contenir le communisme, il s'agit de développer le christianisme parce qu'on considère que c'est la barrière la plus solide qui soit face à la menace bolchevique, la menace stalinienne. Le journal communiste L'Humanité alertait dès 1955. Voilà une entreprise étrangère qui ne cache pas ses buts politiques, qui est menée à coups de milliards par un successeur de Barnum et qui prétend utiliser les sentiments de certains de nos compatriotes à garantir la sécurité des capitalistes américains. N'y a-t-il pas de quoi éprouver des démangeaisons dans la pointe des pieds ? Le troisième mouvement que j'ai rencontré, sans doute le plus important pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, c'est le pentecôtisme. C'est celui qui a le vent en poupe aujourd'hui, et il représente lui aussi, aux yeux de beaucoup, une importation américaine. Mais vous commencez à avoir l'habitude, avec les évangéliques, c'est plus compliqué que ça. Comme me l'a expliqué l'historien Alexandre Antoine. Comment ce mouvement, qui a remporté ses premiers succès aux États-Unis, voire qui est né aux États-Unis, je crois qu'il y a débat, comment est-ce qu'il s'acclimate en France ? Alors il y a débat effectivement parce que le côté utilitaire et efficace du pentecôtisme peut faire croire que, comme souvent les entreprises américaines, c'est efficace donc ça s'implante en France. C'est un peu une McDonaldisation, on va dire, du protestantisme évangélique. Quand on regarde de plus près, c'est beaucoup plus nuancé. Et il y a un effet de balancier, on a longtemps dit ça vient des États-Unis, et il y a un effet aujourd'hui de correction qui dit c'est plutôt un phénomène global, et j'aurais tendance à dire oui et non. Si je suis un tout petit peu plus précis, dans le 19e siècle, on voit surgir dans tous les protestantismes le même type de phénomène miraculeux, extatique, donc cette piété moderne émotionnelle, y compris même au cœur des grandes missions, des mouvements de sainteté, héritiers de John Wesley, etc. On a des récits historiques très précis qui ressemblent, à s'y méprendre, aux récits pentecôtistes. La seule différence, si on veut parler de pentecôtisme au sens de la définition, c'est le cadre théorique, théologique wesleyen qui n'est pas encore bien identifié. Mais on en voit partout dans le monde. On en voit en Angleterre, on en voit en Inde, on en voit en Australie, on en voit en particulier dans certaines missions brésiliennes ou chiliennes. On en voit un petit peu partout dans le monde, mais sans être constitué à avoir du succès. Il y a comme un terreau commun, moderne, de piété moderne, si je devais le dire comme cela. Dans un deuxième temps, ensuite, le moment où ça a du succès et où ça se lance, c'est bien aux États-Unis. Parce que quand on retrace en réalité les autres missions soi-disant qui ont surgi de rien, historiquement, on retrouve quasi systématiquement, même à chaque fois, en réalité,
un journal de cette mission des États-Unis, de Los Angeles, de la rue Azusa, qui a transité, qui a convaincu tel pasteur protestant évangélique qui était assez familier, ou en tout cas pentecôtiste friendly, hein, il était plutôt adhérent à ce type de thèse, qui dit « Ah bah finalement ça se passe là-bas, pourquoi ça se passerait pas chez moi ?» Et c'est plus ça, donc c'est un peu des deux. On a à la fois un surgissement aux États-Unis qui se répand partout, en phénomène de réseau, et ça c'est une des particularités en tout cas des pentecôtistes charismatiques, c'est que ça se met en place en réseau et non pas en institution, même si après forcément l'histoire fait qu'on s'institutionnalise. Donc il y a un terreau commun, si je peux le dire comme cela, qui fait surgir les mêmes types de piété, mais si on prend une définition un peu plus technique, le pentecôtisme part des États-Unis et se met au sens global et se répand un petit peu partout. Et comment ça s'acclimate en France ? Et comment ça s'acclimate en France ? En France, ça s'acclimate comme un petit peu dans le reste, mais sans le même succès. On est vraiment dans la même période, entre 1906 exactement, le début du pentecôtisme justement, de cette mission à Los Angeles, jusqu'aux années 1910, on voit surgir quasiment partout en 4-5 ans des missions pentecôtistes dans presque tous les pays, en tout cas les pays où il y a des missions chrétiennes, protestantes. En France aussi. Sébastien Fatt. Ce qui va aboutir dans les années 80-90 à l'idée finalement qui est peut-être encore un peu prégnante aujourd'hui, mais un peu moins me semble-t-il, l'idée que l'évangélisme c'est un produit d'importation, c'est un produit américain, c'est une manière d'être chrétien qui nous vient d'outre-Atlantique. Alors l'idée n'est pas complètement fausse parce qu'effectivement, cette impulsion américaine va profondément modifier le visage d'une partie de l'évangélisme français, va le dynamiser, on le disait tout à l'heure, va le désinhiber, et donc va quelque part imprimer sa marque. Il va y avoir une vraie marque américaine sur cet évangélisme franco-français. Parmi ces marques difficiles à évaluer, l'influence du fondamentalisme chrétien que l'on a évoqué dans le premier épisode. C'est une tendance qui peut se retrouver dans différents courants de l'évangélisme, vous savez, tout ce dont on vient de parler, pentecôtisme, baptisme, etc. Donc ça rend la chose encore plus difficile à discerner. Cette lecture de la Bible au pied de la lettre et la vision du monde qui en découle sont même quelquefois défendues de manière très militante. Si on les lit et on les écoute, il faudrait combattre les influences non chrétiennes dans nos sociétés modernes, et on fait ça en priant et en chantant contre des influences démoniaques qui inspireraient ces mauvais choix. C'est ce qu'on appelle dans ces milieux le combat spirituel dont on a parlé un petit peu dans l'épisode d'avant. Mais comme nous l'avons tous vu dans l'actualité américaine, le combat théorique peut devenir réel. J'ai demandé à Philippe Gonzalez, co-auteur avec Thomas Johnson du documentaire Les évangéliques à la conquête du monde pour Arte, si l'on retrouvait ce combat spirituel mené par les évangéliques américains dans tous les domaines de la société, chez leurs homologues français. Et là je pensais notamment au nationalisme chrétien que nous avons évoqué dans l'épisode précédent, et aux guerres culturelles dans les écoles par exemple, dont on entend parler jusque dans nos médias européens. Et je pense qu'une grande différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, on est dans un pays historiquement catholique, bien que marqué par le protestantisme, mais le protestantisme est resté minoritaire pour les raisons historiques qu'on connaît, notamment une forme de persécution étatique sous certains rois de France. En revanche, dans le cadre des États-Unis, on est dans un pays à histoire protestante, marqué par une notion de propriété, et quand on parle de WASP, de blancs, anglo-saxons et protestants, ça renvoie bien à l'idée qu'en fait, la fondation des États-Unis est un fait de protestants, et qu'il y a aujourd'hui encore une revendication de posséder le pays. Donc on est dans des rapports qui sont très très différents, et le fait que les évangéliques en France se sentent comme une minorité a aussi permis d'atténuer tout un ensemble on va dire de fantasmes hégémoniques qui peuvent être présents dans l'évangélisme américain. En revanche, ce qui n'est pas vu en France, en fait ce qui n'est pas perçu, mais qui à mon avis est quand même présent, c'est qu'en raison de la propension à traduire des livres américains pour des lecteurs français, parce que les États-Unis sont un grand pourvoyeur de contenu évangélique, parfois les lecteurs français ne se rendent pas compte qu'un certain nombre d'éléments qui leur sont proposés, notamment en matière d'éducation familiale, ont été produits aux États-Unis dans un contexte de guerre culturelle. C'est-à-dire que les acteurs qui signent ces livres, ces ouvrages, je pense par exemple à James Dobson, qui était un psychologue, grand conseiller en matière de thérapie familiale, etc. C'est un acteur central de la droite chrétienne aux États-Unis, et il a un agenda, notamment un agenda anti-homosexuel, anti-mariage pour tous. Et donc on ne se rend pas compte, en Europe, lorsqu'on traduit ces contenus-là, qu'en réalité ces contenus sont rédigés dans un contexte de guerre culturelle, qui n'est pas le contexte dans lequel nous vivons nécessairement en Europe. Et donc il y a un phénomène d'importation implicite, par la bande, presque, inconscient, de positionnement qui correspondent à une réalité américaine, mais qui, en Europe, sont déconnectés. Et l'enjeu, il me semble, est la question plutôt de savoir qu'est-ce que la communauté ou les individus comprennent
Là où peut-être le pasteur un peu plus formé ou qui a un arrière-plan, et lui il est très clair dans son discours, donnant l'autorisation de ce type de modèle, donnant l'autorisation ou la validation morale de dire regardez ce type de contenu, ce type de prédicateur, c'est très bien, sans forcément faire le tri, là on peut dire qu'il y a un enjeu, il me semble, peut-être plus fort pour la communauté, qui peuvent se retrouver à être militants, voire militants politiquement, voire défendre un certain nombre de positions, sans le savoir, ou en le faisant par effet de conséquence, voyant que les autres le font, les autres chrétiens du monde le font, pourquoi moi je ne le ferai pas aussi, dans mon propre pays. À l'insu de leur plein gré. À l'insu de leur plein gré, exactement. Cette influence opère notamment aujourd'hui sur le net. Philippe Gonzalez. Alors en fait, ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont une communauté. Je veux dire, c'est des entrepreneurs du religieux, soyons clairs. Donc ils doivent produire un marché et ils doivent lever des fonds. Et par ailleurs, ils n'ont pas les contraintes de fonctionnement d'institutions ecclésiales qui, elles, sont beaucoup plus bureaucratiques. Bref, alors vous pouvez avoir des églises locales qui sont très dynamiques sur les réseaux sociaux, mais quand même, il n'y a pas cette souplesse, cette rapidité de communication. Ils fonctionnent comme des influenceurs, véritablement. C'est comme ça qu'il faut les voir. Donc ils peuvent être relativement faibles du point institutionnel, mais en revanche, ils ont une force de frappe en termes de circulation des idées qui est importante, mais ce qui est une des caractéristiques du mouvement évangélique, je crois, c'est-à-dire qu'il y a une grande stimulation et ébullition précisément parce qu'ils laissent de la place à des individualités qui font circuler des choses qui, elles, ne sont pas nécessairement régulées dans les contextes locaux. Parlons justement de ce niveau institutionnel et de la régulation, choses qui a priori ne sont pas forcément très faciles pour les évangéliques. La première institution créée en France, et qui existe toujours d'ailleurs, se nomme la Fédération protestante de France. Son histoire commence dès 1905 au moment de la séparation des églises et de l'État, Pierre-Yves Kirchléger. Face à la fin de ce qu'on appelle le système concordataire, où désormais les églises doivent se débrouiller sans le soutien de l'État, la Fédération protestante de France est là pour constituer un interlocuteur unique vis-à-vis des pouvoirs publics. Et donc c'est le premier regroupement, mais il s'agit vraiment de donner plutôt un interlocuteur face au pouvoir public pour défendre les intérêts des protestants. Il ne s'agit pas de reconstituer une église en tant que telle, c'est pas une super église. Effectivement, la Fédération protestante de France se définit sur son site internet comme, je cite, « l'instance représentative du protestantisme français auprès des pouvoirs publics ». Elle essaie de porter, je cite encore, un témoignage commun au sein de la société. Elle serait donc bien une institution avant tout représentative auprès de l'État, qui essaie de porter une voix commune pour les différents courants protestants, et on a vu qu'il y en avait beaucoup. Au sein de cette fédération, qui regroupe à la fois des unions d'églises, des œuvres, des associations, des communautés religieuses, les voix évangéliques sont bien présentes. Prenons quelques chiffres par exemple. Sur 26 unions d'églises membres, on peut en compter 20 d'orientation évangélique. Même s'il faut pondérer cette majorité par la taille des différentes unions, ça fait beaucoup d'unions, pas forcément beaucoup d'églises et beaucoup de fidèles, mais ça reste quand même très important. En continuant à lire et à fouiller, j'ai découvert que la FPF, donc la Fédération protestante de France, n'était pas la seule institution à revendiquer une place de représentation des protestants évangéliques auprès des pouvoirs publics. Une autre entité, bien plus jeune, le Conseil national des évangéliques de France, ou le CNEF, a été créé en 2003. Il se veut le porte-parole des unions d'églises évangéliques qui ne se retrouvaient pas dans les orientations de la FPF. Quelle différence entre les deux, me direz-vous ? Alors, une de taille déjà, parce que le CNEF a voulu tout de suite garantir une certaine ligne évangélique conservatrice, et pour ça, il s'est doté d'une confession de foi protestante évangélique, en plus d'un cadre administratif. Le CNEF est ainsi devenu le cadre institutionnel des courants évangéliques pour qui le dialogue avec l'État ne peut faire l'impasse sur leurs convictions théologiques et éthiques. Cet aspect théologique-là n'est pas présent dans l'adhésion à la FPF. Le CNEF, en outre, voit sa mission comme à la fois institutionnelle et religieuse, il y a vraiment les deux aspects. Dans les années 2000, il donne ainsi une voix à ces protestants évangéliques en pleine croissance qui restaient assez insaisissables pour les pouvoirs publics dans leur manière de voir le monde et de pratiquer leur foi aussi. Et pour confirmer mes intuitions et analyses, j'ai rencontré Constance Varrouquier qui réalise justement en ce moment une thèse sur l'histoire du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Face à cette prolifération religieuse, les protestants évangéliques ont un petit peu voulu séparer le bon grain de l'ivraie vis-à-vis des pouvoirs publics et donc ont voulu se faire connaître davantage au travers d'une seule voix pour se distinguer des sectes. Il y a beaucoup d'exemples qui prouvent qu'ils étaient effectivement considérés comme une secte par les pouvoirs publics.
Je pense au rapport parlementaire sur les sectes en 1996 qui classe les églises évangéliques parmi les sectes. Il y avait aussi une stigmatisation médiatique. Le CNEF, il est le résultat de plusieurs tentatives de rapprochement des évangéliques, plusieurs collaborations. Donc si j'ai bien compris, le CNEF joue à la fois un rôle de relations publiques, d'image, mais aussi un petit peu d'autorégulation, ou peut-être que le mot est fort, mais au moins d'encadrement des adhérents, afin de correspondre justement à l'image qui est donnée à l'extérieur. De 2000 à 2010, il y a eu 2001 à 2010, il y a eu beaucoup de réflexions autour de ce que devait être le CNEF. Et au départ, il y avait beaucoup de réticence à ce que le CNEF représente les évangéliques auprès des pouvoirs publics. Et je pense que oui, même si c'est involontaire, je pense que oui, le CNEF régule et encadre en quelque sorte les évangéliques français parce qu'il incarne, il construit et il promeut une certaine identité évangélique. Premièrement, en filtrant à l'entrée les églises. Parmi les modalités d'entrée au CNEF, il faut appartenir à une union d'églises de minimum 5 églises. C'est clairement une stratégie de la part du CNEF pour éviter que des évangéliques non souhaitables entrent dans le CNEF. Il y a une phrase qui ressortait plusieurs fois dans mes entretiens qui est « Le CNEF n'est pas le ministère de l'Intérieur des églises évangéliques ». Le CNEF ne peut pas tout savoir de ce qui se passe dans les églises locales et il peut encore moins contrôler ce qui s'y passe. Donc c'est plus une affaire de communication et de promotion d'un idéal selon moi. Et parmi ces évangéliques non souhaitables, ceux qui promeuvent des théologies que l'on nomme de la prospérité, on y reviendra longuement dans un prochain épisode, mais aussi ceux qui s'approchent du combat spirituel et politique, pour simplifier je dirais des guerres culturelles à l'américaine. Mais encore une fois, toujours ces questions de diversité et de nuances chez les évangéliques qui rendent les positionnements difficilement lisibles. Dans mes lectures et entretiens, j'ai rencontré des visions plus nuancées de l'action du CNEF, que l'on sent déjà poindre dans les explications de Constance Varrouquier. Je vous l'ai déjà dit, j'ai longuement produit un travail d'explication de texte sur le monde des startups, ces entreprises technologiques qui ont plus de points communs qu'on ne l'imagine peut-être avec les évangéliques. Et si ce travail m'a bien appris une chose, c'est de faire attention à la communication. Bien sûr, l'image donnée à l'extérieur sera rutilante, évidemment. Mais qu'en est-il réellement à l'intérieur ? On essaiera d'y voir plus clair dans les épisodes suivants. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler sur cette série, le premier livre que j'ai lu, c'était l'étude, devenue un classique depuis, de Sébastien Fath, Du ghetto au réseau, le protestantisme évangélique en France, 1800-2005. J'ai eu envie de discuter avec l'auteur de ses conclusions qui datent déjà bientôt de 20 ans. Si je vous ai bien lu, vous relativisiez l'importance de l'influence américaine. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors l'influence américaine est toujours là, et c'est normal puisque c'est un partenaire confessionnel pour les évangéliques français. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est un partenaire confessionnel qui a de l'argent. Les institutions évangéliques nord-américaines ont des moyens considérables, donc ça joue évidemment sur le petit milieu protestant évangélique français qui a besoin de soutien, qui a besoin de financement, donc bien entendu ces relations continuent et on l'observe effectivement notamment sur le terrain charismatique, néo-charismatique, c'est toujours visible. Cela dit, quand on regarde les équilibres aujourd'hui par rapport à la situation qu'on pouvait observer à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle, ce qui est quand même marquant, je trouve, en 20 ans, 25 ans, c'est la montée en puissance de l'Afrique. Vous avez aujourd'hui des ministères francophones, africains, extrêmement puissants, qui ne sont pas simplement dans une logique de duplicata de ce qui se passe aux États-Unis, qui ont développé leur propre offre spirituelle, liturgique, hymnologique, etc. Et ces ministères, aujourd'hui, ne sont plus dans la mendicité. On n'est plus du tout dans le paradigme du protestant blanc qui vient apprendre aux Africains à être de bons chrétiens. Ça, c'est complètement terminé. Et d'ailleurs, il ne s'agit surtout pas d'en parler à nos amis africains. Ça, c'est vraiment un paradigme complètement obsolète. Aujourd'hui, vous avez des églises africaines francophones qui sont très puissantes, qui ont beaucoup de moyens financiers, et qui non seulement n'ont pas nécessairement quoi que ce soit à recevoir des États-Unis, mais qui aujourd'hui diffusent leur modèle en direction, y compris des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observait pas encore clairement au début du XXIe siècle, mais qui est aujourd'hui tout à fait manifeste. Bien entendu, on peut aussi repérer des influences nord-américaines sur le plan néo-charismatique. Il y en a en France, il y a quelques milieux comme ça. Mais ça reste quand même assez marginal par rapport à cette évolution beaucoup plus massive, à mon sens, qui conduit aujourd'hui l'évangélisme du Sud, et en particulier l'évangélisme francophone, africain, à se tourner vers l'Europe et à développer des projets prosélytes, missionnaires, tout à fait ambitieux en France.
Pendant mon enquête, je me suis rendu compte que les autres évangéliques avaient parfois du mal à parler de ces églises qu'ils qualifient d'ethniques ou issues de l'immigration. Dès le nom qui leur est donné, il y a discussion et il y a peut-être parfois même une petite gêne. Et pourtant, comme l'évoquait Sébastien Fath à l'instant, ce sont ces églises qui expliquent en grande partie l'expansion évangélique en francophonie et puis même dans l'Hexagone. Je vous emmènerai donc à leur rencontre dans un prochain épisode. Mais la semaine prochaine, après ces 2 épisodes d'introduction où nous avons surtout parlé des différences, je vous proposerai de me suivre pour évoquer ce qui rapproche les évangéliques de France, leur foi et leur façon de la vivre, notamment le dimanche. La posture corporelle fait que les gens vont lever les bras en l'air, par exemple. On appelait d'ailleurs, pour s'en moquer, les charismatiques, des dévisseurs d'ampoules. Nous, on a pris la décision que le dimanche matin n'est pas une étude théologique, c'est une prédication concrète, pratique pour la vie quotidienne. À la semaine prochaine! Mon voisin évangélique est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant. Écrite et réalisée par Antoine Gouritin. Musique du générique, Stéréosnap et Laurent Bazar. Visuel, Jean-Philippe Dume. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site du Musée protestant, Regard protestant et dans votre application de podcast favorite.